Jean Castex, que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'avoir pris un avion pour faire un aller-retour pour voter dans votre ville de Prades? Que j'ai utilisé les règles habituelles qui s'appliquent au Premier ministre. Oui. Le Premier ministre, il faut qu'il soit à Paris très vite s'il y a le moindre problème. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. J'arrive mal à cerner la personnalité d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il a les épaules, s'il a la force, s'il a la densité, s'il a la cohérence nécessaire. Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Macron, en fait, finalement, c'est une crise d'adolescence qu'il fait vis-à-vis de son mentor François Hollande. Il est dans sa crise d'ado, il raconte absolument n'importe quoi en n'expliquant absolument pas comment il va les financer. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Quand il s'exprime sur tout plein de choses, je dis, c'est dommage qu'il n'ait pas été ministre de l'économie juste avant, parce qu'il aurait pu les faire. Ah, pardon, il était ministre de l'économie avant, il ne l'a pas fait. Le président de la République a nommé monsieur Édouard Philippe Premier ministre. Enron, 2001, États-Unis, créé par un ancien consultant McKinsey, a recruté McKinsey pour une vingtaine de projets en interne et finit inculpé de pratiques comptables douteuses, de trading de matières premières, d'une des plus graves fraudes de l'histoire industrielle des États-Unis. Boeing en Inde. En 2006, McKinsey aurait recommandé à Boeing de corrompre des fonctionnaires indiens afin d'exploiter une mine de titane, aurait encouragé des banques à spéculer sur les crédits immobiliers des clients, à augmenter les montants de leurs dettes dans leur bilan afin d'exploiter l'effet de levier, exposant ainsi ces banques au risque, banques qui seront solvées par le recours à l'augmentation de la dette évidemment publique, et donc la vôtre et la mienne, dans une logique d'hélicoptère monnaie évidemment dont nous payons aujourd'hui le coût qui s'appelle l'inflation délirante. 2012, délit d'initié, l'ex-directeur général de McKinsey, un certain Rajat Gupta, est reconnu. Donc là, il ne s'agit pas d'allégation de la presse. Il est reconnu coupable et condamné à 2 ans de prison, dont dans le plus gros procès financier depuis l'affaire Madoff. Arabie Saoudite, 2015, des dissidents emprisonnés. McKinsey aurait signalé au gouvernement 3 personnalités dissidentes à la politique d'austérité que le gouvernement mettait en place à l'époque pour pallier la hausse du baril de pétrole. McKinsey, disais-je, aurait signalé au gouvernement 3 personnalités dissidentes, dont un simple internaute postant sous pseudo. Bon, depuis, on n'a plus de nouvelles ni de lui ni de ses frères. Hein. Pour ceux qui suivent la Formule 1 et qui suivent également les rumeurs du paddock, je les renvoie aux rumeurs circulantes au sujet du dernier Grand Prix d'Arabie Saoudite, où les écuries et pilotes qui ne voulaient pas courir dans un pays en guerre où un missile de drone a explosé à moins de 10 km du circuit ont été menacés tout simplement d'être emprisonnés, de ne plus pouvoir quitter le pays. Valeant Pharmaceuticals au Canada, McKinsey impliqué dans le scandale de leur effondrement en bourse. Sur les 6 cadres sup, 50% étaient McKinsey ou ex-employés McKinsey. Corruption en Afrique du Sud, McKinsey impliqué dans un scandale de blanchiment d'argent sale. Les Ouïghours en Chine. Je sais néanmoins qu'en 2018, ils n'ont eu aucun scrupule. McKinsey a organisé la fête du siècle, je cite des participants, à côté d'un camp d'internement du gouvernement chinois où plusieurs milliers de Ouïghours sont encore détenus sans motif. Plus près de chez nous, en Belgique, fin 2021, l'ex-DG de McKinsey Belgique, un certain Jacques Buguin, est inculpé pour les classiques, je vous fais comme ça un petit package, un petit pot pourri, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics. Et comme si ça ne suffisait pas, dans un autre dossier, toujours en Belgique, McKinsey a versé plus de 7 millions d'euros pour éviter une action en justice avec la société Netis au titre des erreurs qu'ils auraient commises dans le travail fourni pour eux. Alors, ils ont du sang sur les mains, McKinsey, c'est quand même grave. Enfin,
le scandale des opioïdes en 2020, ils ont encouragé les fabricants de drogues antidouleurs, notamment Purdue Pharma, à favoriser les dosages les plus élevés car les plus lucratifs, hein, au mépris du risque addictif. On estime non pas à 5, non pas à 500, même pas à 5000, on estime à 500 000. 500 000 Américains sont morts d'une consommation excessive d'opioïdes encouragée par la communication McKinsey. McKinsey a versé 573 millions de dollars à une quinzaine d'États américains pour y éviter des procès. Elle était auparavant déjà connue, cette entreprise de conseil de l'Illinois, de Chicago, pour avoir systématiquement poussé ses clients de Big Pharma à augmenter le prix de médicaments qui étaient déjà amortis depuis longtemps. Et puis, pour ce qui est des drogues légales, hein, ils ne sont pas en reste, puisqu'ils ont été à l'origine de plusieurs projets d'ingénierie marketing et sociale dans le but d'encourager les gens à fumer et de contourner les lois anti-tabac. Donc 85, 90, 99, 2000, 2001, Philip Morris, British American Tobacco et Japan Tobacco se sont octroyer leur service avec profit. Je rappelle que le tabac, sur ces derniers mois et sur la dernière année, je pense à mettre à l'écart la première vague assez violente de la pandémie. Sinon, je crois que le tabac tue plus que toutes les vagues successives de l'effroyable pandémie, hein, juste pour mettre les choses en perspective. La Cour des comptes a dit que malgré leur caractère stratégique, et ça je cite 2014, hein, bien d'accord, les dépenses de conseil extérieur ne font pas assez l'objet d'un suivi, que leur estimation est délicate, qu'elles peuvent entraîner la perte de certaines compétences internes à l'État, qu'elles servent parfois de caution technique aux décisions de l'administration avec comme conséquence une dilution de la responsabilité des décideurs, que souvent ça ne fait que pallier la rigidité qui s'attache au recrutement d'agents contractuels. Quand on se rend compte que l'on coûte, même si on ne le prend pas dans la poche, mais on coûte journalièrement 5, 6 ou 10 fois plus qu'un interne à une société, il y a forcément un moment où la question va se poser. Pourquoi me financez-vous la structure qui ensuite me place ici, alors que vous avez des internes qui font la même chose pour 5, 6, 7, 10 fois moins cher? C'est une question de flexibilité. Un consultant, sa mission peut s'arrêter du jour au lendemain. Un contrat de chercheur ou un CDI ou un contrat de haut fonctionnaire, vous le coltinez à vie. Donc c'est le pendant, c'est la réponse capitaliste à une surprotection, à une surrigidité, à un droit du travail parfois trop encadrant. Hein. Les bons de commande, hein, la Cour des comptes est arrivée à la même conclusion que moi sur le recours trop fréquent au marché des bons de commande, et donc pas assez fréquent au marché des appels d'offres, concluant que ça présentait un risque de dérive budgétaire, que les chartes juridiques omniprésentes sur tous les sites des cabinets de conseil n'ont en fait aucune vocation à l'obligation, n'ont pas de véritable force juridique, elles ne les contraignent à rien, et que les conflits d'intérêts n'étaient pas déclarés alors qu'ils devraient systématiquement l'être. Je vous réfère, en parlant de conflits d'intérêts, au discours de certains médecins, chercheurs et directeurs d'instituts sur leurs confrères de plateau dans le cadre de l'effroyable pandémie. Le rapport de la Cour des comptes signalait également que la rotation rapide de l'encadrement associée à l'absence d'outils de capitalisation. L'outil de capitalisation, c'est simplement qu'est-ce qu'on fait d'un rapport de consultant à part le laisser sur un disque dur? Qu'est-ce qu'on fait quand le disque dur est remplacé par le service informatique? Qu'est-ce qu'on fait quand le fichier est hébergé quelque part sur un serveur dont on perd les codes? Eh bien, tout simplement, la mission de conseil à 200, 300, 400, 500, 1000 euros, 1 million d'euros, 3 millions d'euros, eh bien, en général, elle disparaît avec le disque dur. Et comme les consultants sont remplacés, eh bien, l'État perd la mémoire. Remercions-les d'avoir géré avec talent, avec probité et avec efficacité notre campagne de vaccination. Et surtout d'avoir rappelé au gouvernement qui, rappelez-vous bien, en février 2020, recommandait de minimiser la crise, la peur, la panique
et l'hystérie collective, rappelez-vous bien des injonctions à vivre, à aller au théâtre, à aller au restaurant, à voter, eh bien remercions McKinsey d'avoir pris les commandes à la tête de l'agence ministérielle de la Santé et du duo de choc Agnès Buzyn, Olivier Véran, et de leur avoir rappelé que, évidemment, l'épidémie est terrible, l'épidémie décime les familles, l'épidémie décime les rues, d'ailleurs. Et remercions-les également d'avoir fait passer la population française, qui n'était qu'à 15% seulement d'accord pour se faire vacciner en décembre 2020, source France Info, hein. Encore une fois, on peut difficilement les accuser de quoi que ce soit, à 66% de première injection 3 mois plus tard.